Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Jessica Dufour. Vous avez probablement entendu parler de cette histoire avec Noël Dufour, incarcéré en préventif depuis plus d'un an et demi. On aura le chiffre exact tout à l'heure, puisque j'ai Madame Jessica Dufour avec nous sur le plateau de Zouk TV. Bonjour Madame. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui, avant de parler de Noël Dufour, je vais juste vous demander de me donner les nouvelles de Sanae. Sanae, c'est la fille à Noël. Noël Dufour, oui. Qui a été opérée. Oui. Et je vous laisse dire la suite, mais nous allons voir aussi la question que le député de la Martinique a posée au ministre de la Justice, oui, le garde des Sceaux, et la réponse. Vous allez me donner aussi votre avis sur tout ça. Mais juste avant qu'on parle, les nouvelles de Sanae, qui a 3 ans, qui a été opérée. Voilà, Sanae qui est arrivée sur le sol martiniquais, héliportée le 30 mars. Elle a été opérée en urgence le 1er avril. C'était pas une blague. D'une tumeur, enfin d'une compression au cerveau, c'est-à-dire qu'il y avait du liquide autour de son cerveau. Et elle a été héliportée en urgence. On a opéré et on lui a découvert effectivement une tumeur qu'on a enlevée le 1er avril sur votre sol. C'était limite, hein. On s'y était pris une demi-journée plus tard, qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. Ça aurait été évidemment dramatique. Elle a été prise en charge à temps avec une super équipe, je tiens à le souligner. La réa du CHU a été formidable. Aujourd'hui, elle se remet. C'est vrai que même après l'opération, on était vraiment inquiets parce qu'elle ne se nourrissait pas. Elle rendait tout ce qu'elle pouvait prendre. Elle était dans un état léthargique. Elle communiquait en secouant la tête, elle ne voulait pas parler, elle dépérissait, mais c'est vrai qu'au-delà de sa situation de santé, c'est une petite fille qui est très très proche de son papa et on a bien compris qu'elle se laissait aller. Et au vu de la situation, le médecin a décidé de demander à ce que papa y vienne parce que papa est incarcéré. Et malheureusement, elle n'a pu le voir en 15 jours qu'une seule fois. Mais même juste cette petite visite d'1h45 a fait toute la différence. C'est quand son père vient à son chevet qu'elle décide de boire un jus de raisin. Et depuis, elle progresse. Elle ne marchait pas trop, elle tremblait puisque la tumeur était près du cervelet. Donc ça a un peu, vulgairement parlant, touché à quelques connexions. Donc elle tremble, problème de coordination. Pour marcher, elle a du mal, elle a les jambes un peu raides. Mais hier, je l'ai vue, je ne l'ai pas encore vue aujourd'hui parce que je suis venue, nous on est en Guadeloupe, hein, on vient de la Guadeloupe. Et je suis venue, déjà le début, je suis repartie, mais je suis revenue pour être sûre qu'elle reparte en forme chez elle. Et hier, j'étais face à une petite fille qui marche, qui n'hésite pas avant, elle ne voulait pas marcher, elle avait peur parce qu'elle a un problème d'équilibre. Mais elle marche, elle a même essayé de courir, mais c'est presque comique parce que, voilà, on dit souvent que les enfants veulent courir avant de marcher. Et là, elle est vraiment dans cette dynamique, mais elle se nourrit. Bon, alors, c'est pas folichon, mais quand on voit qu'il y a 5-6 jours, elle ne voulait pas, elle sourit, elle reste souvent près de la fenêtre parce qu'elle voit les hélicoptères arriver. Et hélicoptères, quand elle les voit, c'est synonyme... je pense que pour elle, c'est directement papa. C'est soit je vais prendre l'hélicoptère pour aller voir papa, ou papa va arriver, ou je vais prendre l'avion, et forcément l'avion c'est papa. Mais elle mange, on a acheté de la pâte à modeler, on l'aide à faire en sorte que ça aille mieux. Donc on la surveille encore, il y a encore des petites taches d'air sur les RM, donc l'équipe est à l'affût du moindre changement. Mais je pense que dans les jours qui viennent, elle va pouvoir rentrer à la maison et poursuivre sa convalescence à la maison. Le chemin sera long, mais on revient de loin et rien que pour ça, on est déjà très très content. Alors, pour permettre la visite de Noël à sa fille Sanae, ça a été très compliqué. Il y a un député de la Martinique, M. Giovanni William, qui a interpellé le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. On va regarder cet extrait et vous allez nous donner votre impression sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale française. On y va, Manuela. Vous avez reçu, Monsieur le ministre, et à l'initiative de mon collègue Jean-Philippe Nilor, une lettre ouverte des parlementaires de Martinique et de Guadeloupe le 6 avril dernier portant sur la situation de Monsieur Noël Dufour, justiciable placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique.
Bien que le juge d'instruction ait autorisé par ordonnance M. Dofour à se rendre au chevet de sa fille de 3 ans, hospitalisée gravement malade, il s'avère qu'il n'a pu s'y rendre qu'une seule fois et quelques heures dans des délais anormalement longs. Je sais que votre cabinet a répondu à mon collègue sur l'interprétation de cette ordonnance. Néanmoins, il y a lieu de relever des difficultés liées à l'application des décisions judiciaires urgentes. Monsieur Dofour, vous l'avez rappelé, est détenu. Il a, par l'intermédiaire de ses avocats, demandé au juge d'instruction l'autorisation de se rendre au chevet de sa petite fille, âgée de 3 ans et demi, et atteinte d'une pathologie que l'on peut qualifier de très lourde. Très vite, dans les heures qui ont suivi la saisine, le juge d'instruction a répondu positivement. C'est une autorisation, dit le juge d'instruction, exceptionnelle, et le détenu devait réintégrer l'établissement pénitentiaire après la visite. Il y a eu une difficulté d'exécution. Dès le lendemain, il y a eu une nouvelle saisine. Le juge d'instruction, dans les heures qui ont suivi, là encore, a rendu une nouvelle ordonnance. Le préfet, la justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ont fait en sorte que très vite cet homme puisse voir sa petite fille. Si de nouvelles autorisations doivent intervenir, elles ne se feront pas sur une autosaisine du magistrat instructeur, mais sur une nouvelle demande des avocats de ce monsieur qui est mis en examen. Vous rappelez dans la lettre qu'il est présumé innocent, c'est un rappel, si j'ose dire, superfétatoire. Alors, Giovanni William, on rappelle, c'est aussi un avocat martiniquais, jeune avocat martiniquais, et M. Dupont-Moretti, garde des Sceaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ce qu'on vient d'entendre? Vous avez tout compris dans tout ce qui a été dit là? Oui, et puis ça a été coupé, c'est vrai que ça a été relayé d'une certaine façon, mais ce qu'il dit à la fin a du sens pour moi. Qui donc le ministre? Le ministre, où il dit que le fait de préciser que mon frère est présumé innocent et superfétatoire, c'est une façon de nous prendre de haut, mais oui, c'est important de le dire, parce qu'on dit détenu, on parle de lui en tant que détenu, oui, il est détenu, mais avant d'être détenu, c'est un prévenu, présumé innocent, parce que même s'il est encore incarcéré au bout de 15 mois, ce n'est pas quelqu'un qui a été jugé. Ce n'est pas quelqu'un qui a été jugé. On ne comprend pas les délais d'ailleurs de détention pour une affaire où on ne voit toujours pas la fin. Les choses sont claires, beaucoup de gens ont été libérés, mais ça c'est encore une autre affaire. On en parlera tout à l'heure. Voilà, ce qui me dérange. Sanaé, oui. Voilà, ce qui me dérange, c'est que il est dans du politiquement, un langage politique, mais moi je veux dire ce qui s'est vraiment passé. Je tiens d'ailleurs, là c'est Monsieur William, mais Monsieur le député Nilor. Je suis entouré en Martinique de personnes extraordinaires que je ne connaissais pas. Je ne suis pas venu en Martinique depuis 20 ans. Je n'ai aucun lien avec la Martinique. Même mon frère, je ne viens pas le voir au parloir. C'est pour vous dire. Mais j'étais entouré de personnes tellement bienveillantes, tellement humaines, que je reçois un appel du député Nilor. Je ne sais même pas comment il a eu mon numéro. Qui me dit qu'il a entendu parler de l'affaire. Qu'est-ce qui se passe? Dimanche. Le dimanche, donc vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3. Je reçois un appel de M. Nilor le matin. Il me dit qu'il me rappelle. Il me dit, explique-moi la situation. Je lui dis, voilà. Elle a été hospitalisée le 1er avril. Quand elle part au bloc opératoire, le médecin de la Réa me donne un document, un certificat, une demande de présence parentale nominative au nom du papa, puisque maman est là. Sa maman est là aussi guerrière que sa fille. Mais chaque parent a eu son document nominatif qu'on a effectivement transmis. Il a raison quand il dit ça, le ministre. On a transmis par le bien des avocats. L'avocat a fait une demande au juge d'instruction, le juge Liso, qui effectivement a répondu assez rapidement parce que ça aurait été un peu gênant et mal vu qu'il laisse traîner les choses alors que le pronostic vital engagé était engagé concernant Sanaé. Donc ça aurait été mal vu. Donc il répond très très rapidement. D'ailleurs, quand Sanaé se réveille, revient après 5 heures d'opération, on est tellement content de pouvoir lui dire « Papa arrive », parce que pour nous, il va arriver. On est vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, on n'en peut plus. Et elle attend, puisque c'est une enfant de 3 ans, mais elle entend tout ce qu'elle doit entendre. Tout ce qui est important, elle retient. Papa, c'est un mot très très important. Donc le député Nilor m'appelle.
Je lui explique ce qui se passe. On a fait la demande, on a eu un retour d'autorisation effectivement exceptionnelle de venir voir sa fille. Et là, ça bloque, on n'a plus de nouvelles. Il me dit, attends, j'appelle le préfet. Je te rappelle. Il a exposé, il a demandé au préfet, il a dit, je fais pression. Il a fait pression, c'est la vérité. Il a fait pression sur le préfet, qui a fait preuve à ce moment-là d'un peu d'humanité, qui a dit, oui, non, mais c'est la faute du centre pénitentiaire. Après, c'est la police nationale. Parce que ce juge, normalement, les transferts, les déplacements, les escortes sont de la gendarmerie. Mais on ne sait pas pourquoi, sur ce document, il a demandé une escorte de police nationale. D'accord. De police nationale. Donc, quand il y a ça décrit, ben, tout le monde se rejette la balle. Et donc, on fait traîner en longueur. Mais le député Nilor a demandé au préfet de faire respecter, il en allait de la santé de ma nièce Sanaé, la fille de Noël, et qu'il ne concevait pas que ça ne soit pas respecté. Effectivement, à ce moment-là, le préfet lui dit « Je m'engage à ce que M. Dofour vienne au chevet de sa fille dans les heures qui suivent. » Et c'est ce qui s'est passé. Mais pas parce qu'ils ont été réactifs. Le juge... Non, 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 non. Il y a une pression. C'est pas le ministre, c'est pas le juge qui a appelé le préfet, lui dire hey, « Qu'est-ce que tu fais? On est dimanche, ça traîne. » Non, non, non. Le député Nilor a fait ce qu'il y avait à faire, a interpellé le préfet qui a fait venir Noël. Avec la gendarmerie comme escorte ou avec la gendarmerie. Police? D'ailleurs, j'ai interpellé les gendarmes. J'ai dit « Mais c'est bizarre, c'est pas à vous d'être là. » Ils ont dit oui, on sait. Je lui ai dit pourquoi la police nationale n'est pas venue. Ils m'ont dit on est dimanche. J'ai dit et donc problème d'effectif. J'ai dit vous n'avez pas de problème d'effectif. Il m'a dit ben oui. Et je lui ai dit pourquoi vous êtes venu et il n'a pas répondu. Il m'a dit bon mais là on va pas aller plus loin dans. J'ai dit non c'est juste une question d'humanité en vrai. C'est juste une question d'humanité. Mais il est venu. On est dans un service pédiatrique, une chambre pas très 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 grande. Hein. Il y a maman, il y a Sanaé, il y a moi et la jeune femme qui m'a ramenée aujourd'hui parce que je ne suis pas de la Martinique. Et mon frère arrive, menotté. On aurait pu lui enlever les menottes à l'extérieur, mais à ce moment-là, pour nous, c'est pas important. On le voit pas. Bien sûr. Sauf que ma nièce a été opérée à l'arrière de la tête. Et elle ne peut avoir la tête que comme ça. Donc elle voit son père arriver. Donc elle le voit menotté. Je lui cache les yeux. Le temps qu'on lui enlève les menottes. Et on le fait rentrer. Moi, j'espérais qu'il ne peut pas sauter par la fenêtre. On est au 2e étage. On a 3 gendarmes qui rentrent. Voilà, 3 gendarmes rentrent dans la chambre de ma nièce. Donc 2 de son côté, le seul côté où elle peut regarder, avec des mitraillettes armées hein, jusqu'aux dents. Et un autre qui se met côté fenêtre. Et il a fallu que cette dame qui m'accompagne les interpelle, leur disent, parce elle voit son papa, donc elle est là, mais elle voit des gens qu'elle ne connaît pas, elle regarde des dessins animés, elle voit un peu la télé, elle voit les armes et tout, elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer, parce que ça fait 15 mois que papa n'est pas là, on lui a jamais dit, tu sais, papa il est en prison, non, papa il va travailler, on est obligé. Donc là elle est face, donc on leur demande, heureusement au bout de 10-15 minutes je crois, ils sortent, et là c'est un moment magique. C'est un moment magique parce qu'elle tient la main, je pense que vous avez vu les images, elle tient la main de son papa. Et il se regarde, il ne parle pas. Hein. Il lui parle, mais elle le regarde. Et il lui dit, t'es fatiguée. Elle secoue la tête et dit, ouais. Elle lui dit, ben dors, papa est là. Elle s'endort. Elle a dormi pendant 1h30, 1h45. Et elle se réveille et papa dit, mais je vais partir, je vais la laisser et tout. Il avait droit à 2 heures. Et il lui chuchote, papa va partir. Elle ouvre les yeux. Direct, alors qu'elle ronflait. Hein. Et il lui dit, mais tu sais, Doudou, il faut manger, il faut boire, sinon tu vas pas rentrer à la maison, papa va te donner. Il prend un jus de raisin et il lui fait boire son premier jus de raisin et qu'elle ne vomira pas. Et il avait droit à 2 heures, mon frère, et même à ce moment-là, il a fait preuve de plus d'humanité de tous ceux qui sont en train de juger, tous ceux qui sont en train de malmener sa vie, puisqu'il se lève, le gendarme lui dit « Mais vous avez encore 15 minutes ?» Monsieur Dofour, il lui dit « Non, c'est pas un problème parce que vous avez fait l'effort de m'emmener, puisqu'a priori c'est un vrai effort de faire respecter l'ordonnance du juge. Vous êtes venu, c'est bon pour moi, je vous libère. À ce moment-là, c'est bon pour moi, vous inquiétez pas, vous avez fait preuve d'humanité, en gros c'est ça. Donc moi aussi, je vais vous rendre cette humanité. » Et il leur dit, je vous libère, et il tend ses mains pour prendre ses menottes et il repart. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et depuis, il ne peut pas revenir voir sa fille plus souvent?
Non, il n'est jamais revenu. Le médecin préconisait la présence du papa 15 jours minimum. Là, on est à opération J plus 15 pratiquement. Donc, quand le juge, le garde des Sceaux nous dit de refaire une demande avec le même document, on est J plus 15. Donc là, il y a une vraie raison de nous dire non. Mais ça va même plus loin que ça. On n'a pas attendu qu'ils fassent respecter selon leur bon vouloir et tout. On a fait des référés liberté pour faire respecter cette ordonnance. Vendredi saint, ça a été déposé. Notre avocat, Maître Branco, en métropole, se charge de faire tous ces documents. On dépose un référé liberté qui doit être pris en compte dans les 48 heures. Il est rejeté sans audience, une première fois. Ça veut dire qu'on ne donne même pas la possibilité à mon frère ou à ses conseils d'expliquer pourquoi il fait un référé liberté. On fait une demande de mise en liberté qui est rejetée par le juge d'instruction Les Eaux, par le substitut du procureur Charlier et par le JLD, le juge des libertés. Guadeloupe ou Martinique? Tout se passe en Martinique parce que l'affaire des grands frères a été transférée en Martinique et jugée en Martinique. C'est à quoi qu'en Guadeloupe, nous sommes incompétents pour tout ça. Donc, premier référé liberté, rejeté, sans audience. On en a refait un lundi. Hier matin, je me réveille parce que chaque jour, il y a quelque chose. Le deuxième référé liberté, rejeté, sans audience. Sans audience, sans donner la possibilité, une seule seconde, à mon frère de s'exprimer, de dire pourquoi il fait appel à cette possibilité dans le droit de se faire entendre, pourquoi ses avocats ne peuvent pas venir plaider. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a même pas d'explication à ce rejet sans audience. On vous informe juste, ça a été rejeté, point barre. Donc là, bon, on est un peu limité. Et quand on entend, encore une fois, le garde des Sceaux dire ça, il se moque de nous. Il joue la montre. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est une petite fille de 3 ans qui n'a rien demandé. Aujourd'hui, pour nous, très clairement, Sanaé est la sœur qui manquait à cette affaire des grands frères. Parce qu'on l'a punie à travers ce qui est en train de se passer. Maintenant, on n'est pas à dire oui, on n'est pas là pour une demande de parloir ou à demander. Non, on parle de la vie d'une petite fille de 3 ans qui n'a rien demandé. Le médecin de la Réa, d'ailleurs, quand on lui dit, vous savez, mettez sur le document, vous demandez à ce qu'elle soit là. Parce que c'est grave, juste peut-être parce que c'est grave, dire que c'est une tumeur au cerveau. Le médecin a dit, moi, j'ai pas à dire ça. Je suis médecin, il y a des règles. Si je dis que le père doit être présent, que ce soit pour une otite, pour un mal de ventre, pour une gastro, peu importe, pour moi, ça vaut pareil parce que je demande à ce que le père soit là. Rien parce que je dis ça, on doit le faire venir. Et ça n'a pas été fait. Alors, Sanaé, ça va mieux? Elle va rentrer bientôt à la maison? Oui, on la surveille. Il y a eu des IRM de contrôle. On est passé par plein d'étapes. Elle ne se nourrissait pas, comme je disais. On est passé à 10 minutes de la sonde gastrique parce qu'elle ne se nourrissait pas. Et elle demande, depuis qu'elle est ici, elle demande des fraises. Et d'ailleurs, ici, on a demandé sur les réseaux. Il y a des gens, des Martiniquais qui nous ont contactés. On a des fraises. On lui a livré des fraises à l'hôpital par 2 fois parce qu'elle demande des fraises. Et du coup, elle a vraiment, elle passait à ça de la sonde gastrique. Aujourd'hui, elle commence à marcher. Elle va à la salle de jeu. Elle sourit, rien que de voir ses dents, vous imaginez même pas à quel point ça fait du bien. Elle parle, elle s'exprime. On lui a ramené des jeux pour un peu la solliciter un peu plus. Elle accepte de manger, elle mange toute seule. Il y a maman qui est là depuis le départ, maman qui n'a pas quitté une seule seconde le chevet de sa fille, alors que maman, Noël et sa compagne ont aussi une petite de 21 mois qu'elle a dû laisser le mercredi 30 mars, qu'elle n'a pas vu, le mercredi 29, qu'elle allait normalement. Donc ça a été un sevrage express. Elle n'a pas vu sa maman depuis 2 semaines. Si ce n'est pas en caméra, donc elle a 21 mois, donc elle ne comprend pas. Donc dans l'affaire, il y a une affaire, c'est à répétition les violences, mais ce sont des guerrières, tout comme mon frère, ce sont des guerriers. Je pense on nous donne une belle leçon de vie. Sanaé, du haut de ses 3 ans, nous donne une belle leçon de vie et d'humanité. Et je pense qu'elle a de qui tenir. Alors justement, de qui tenir, c'est-à-dire de Noël Dofour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de Noël Dofour? Parce qu'ici en Martinique, on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai entendu parler des grands frères, tout comme les 7 d'Océanis, tout comme aussi, à un moment, il y a une convergence
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Oui. puisqu'il y a aussi en Guyane des faits similaires. Exact. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a conduit votre frère Noël Dofour à être incarcéré en préventive, hein? Il n'est pas jugé, comme Non. vous dites vous-même. Comment expliquer 15 mois de préventive sans jugement? Qu'est-ce qui s'est passé dès le départ? Même si on me dit que le temps est fini, mais bon, l'émission est finie, mais on peut prendre quelques minutes encore Ça va pour aller très expliquer vite. ça. Novembre 2021, tout comme en Martinique, tout comme en Guyane, tout comme en métropole, le peuple, enfin un peu moins en métropole à l'époque, le peuple s'élève contre l'obligation vaccinale parce qu'on a un passé réticent et méfiant de tout ce qu'on nous impose, c'est une réalité. Et il y a les émeutes, il y a les barrages et tout. Et les élus sont un peu acculés, ils savent pas quoi faire. Et la jeunesse, à ce moment aussi, embrasse. Il n'y a pas que les syndicalistes. Il y a la jeunesse qui profite de ce mouvement pour poser leurs revendications. Donc les élus cherchent des personnes qui seraient avec qui ils pourraient discuter, qui pourraient relayer l'information, remonter les revendications et se mettre autour d'une table pour trouver des solutions. Le président de région, Chalus, le député Servat, Monsieur Baptiste, Sapoti, enfin tous les grands noms de la politique actuelle en Guadeloupe, et se mettre autour d'une table avec des personnes, représentants d'associations, médiateurs sociaux, connus aussi pour leur influence dans leur quartier, de médiateurs même pas légaux, mais des gens qui, pas reconnus, pardon, pas légal, mais plutôt pas reconnus, mais parce que chez nous, on a cette éducation dans le quartier, les grands frères, on nous respecter les grands frères, les tontons et tout. Et donc, ces gens-là sont autour d'une table et essayant de trouver des solutions. La Guadeloupe, il y a quand même des barrages. Et il y a les grands frères qui arrivent. Ils se mettent autour des réunions de travail avec tous ces politiciens. Et on a la surprise le 17 janvier de voir qu'ils sont arrêtés, 8 au départ. Et le 21 janvier, mon frère part en détention, mandat de dépôt d'1 an, tentative d'extorsion de fonds sur les élus, qui a été démenti directement par les élus, par des attestations de témoins pour le député Servat, par exemple, attestation de M. Chalus, enfin, démenti, tentative d'extorsion sur les grands groupes. Pareil, ils ont fait un démenti à la presse, que c'était pas vrai, on leur reproche des faits. Les émeutes, toutes les émeutes, ce sont les frères, alors qu'il y a eu des émeutes bien avant ce qui s'est passé. On sait en général qui appelle à la révolte, entre guillemets, ces personnes ne sont pas inquiétées. Donc on est, après 15 mois, on est là, on attend. Il a été déporté le 23 mars en métropole, à Moulins-Isère, tout comme Didier et policiers et Lilo qui sont encore en métropole, Fleury et Marseille. Rupture totale avec la famille, impossible pour nous. Il faut payer les avocats, il faut payer les billets, il faut leur donner de l'argent. Enfin, on se retrouve acculés aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont été relâchés. À un moment, ils étaient 12 à être en prison. À un moment. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3, dont mon frère, qui de Moulins-Isère a été déporté chez vous. Je ne sais même pas pourquoi, mais des fois, je me dis, les choses sont bien faites, parce qu'il n'aurait pas été là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Et aujourd'hui, on attend des réponses. Il n'y a pas de procès, il est là, on attend. Et tout ce qu'on peut faire, on est allé en cours de cassation, en cours d'appel, on a déjà tout fait, et ça bloque. Tout comme les 7 d'Océanis, ça bloque, et on espère avoir un dénouement pareil, mais juste avant de finir, parce que je sais que c'est fini, il ne faut pas que j'oublie, si je dois retenir un mot de mon passage en Martinique, c'est le mot humanité. Humanité, parce que j'ai appris qu'il y en avait beaucoup qui crachaient sur cette humanité en face de nous. Très clairement, moi, j'ai pas peur de dire l'État et tout son fonctionnement, mais j'ai eu aussi des gens qui avaient un tel respect pour l'humanité. Je pense au comité du 13 janvier. Le collectif du 13 janvier, ils sont extraordinaires, des militants. J'ai appris ce que ça voulait dire aussi militant, parce que moi, je suis pas militante à la base. Et quand on est militant, on est avant tout humain. Et c'est ce mot-là que je vais retenir de mon passage, au-delà de la situation de Sanaï, c'est ce mot-là. Si je suis sur votre plateau, c'est encore une preuve d'humanité, parce que je ne vous connais pas. Et j'apprends en plus ce qui m'a fait venir sur ce plateau. Je ne savais même pas, je l'ai eu hier. Et c'est ce mot que j'ai envie de retenir. Et peut-être finir par en dire que cette humanité, même si on nous crache dessus, on ne va pas la nier, on ne négocie pas, on ne va pas quémander, parce que notre humanité n'est pas négociable, tout simplement. Dites-moi, vous avez cité les grands noms en Guadeloupe. J'ai pas entendu parler des représentants syndicaux là-bas, tels que M. Domota ou les grands patrons syndicalistes là-bas, qui généralement sont à la tête des mouvements en Guadeloupe.
Alors, on a eu le passage de Kémy Séba qui a permis, au départ, on n'a pas eu de contact. On a eu des premiers contacts quand on les a arrêtés. Quand j'ai demandé, je me suis énervé devant le tribunal parce que quand c'est les grands noms de Mouta, Gabi Clavier, il y a plein de monde devant le tribunal. Quand je leur ai demandé, mais où sont les Guadeloupéens? Parce que ce sont des Guadeloupéens qui ont été arrêtés pour une cause commune, noble. On m'a dit, oui, mais on ne les connaît pas. Le Guadeloupéen fonctionne à l'affect, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Vous ne connaissez pas Lilo, vous ne connaissez pas Zébris, Boana, ce sont des noms quand même qui parlent. Bref, après, on m'a fait comprendre que ça aurait été plus simple de les soutenir s'ils étaient syndiqués, mais ils ne sont pas syndiqués. Donc, ok, d'accord. Kémy Séba passe en Guadeloupe, il tire un peu la sonnette d'alarme de ne pas oublier qu'il faut une convergence des luttes, il faut une certaine union face à l'oppresseur. Donc à ce moment-là, on nous invite. Enfin non, c'est le docteur Edouardville quand même qui nous invite sur le BIC du CHU. Donc il y a des prises de parole, mais dire que ce que j'ai aujourd'hui, on me dit non, on vient, tu fais une manifestation, on vient avec toi, on met en place des choses. Non, je n'ai pas eu ça parce que bon, est-ce qu'on a peur d'aller en prison? Est-ce qu'on est conscient quand même qu'on a joué un certain rôle? Il ne faut pas nier les faits. Et aujourd'hui, ben, je vais reprendre ces mots à M. Clavier. Les OV tués ou les commandés tués, il ne faut pas au paiement, mais on a l'impression que, voilà, ni des gens qui capent risquer des bitins. Et aujourd'hui, ces frères qui, ce ne sont pas des leaders, les leaders ne sont pas inquiétés et ça ne dérange personne. C'est une question de notoriété. En Guadeloupe, on a des militants et des syndicalistes. Les militants sont syndicalistes en Guadeloupe. Les syndicalistes sont militants. En Guadeloupe, en Martinique, on a des militants. Et je pense que c'est là toute la différence. Et effectivement, il ne faut pas nier que s'ils avaient embrassé la cause des grands frères, qui est un prolongement du combat qu'ils menaient par rapport aux suspendus, à l'obligation vaccinale, on n'en serait peut-être pas là. Mais ce serait mentir que de vous dire qu'il y a eu un meeting préparé, des marches commandées par tout ce collectif en lutte. Non, on n'a pas eu ça. Est-ce que vous pouvez me dire deux mots? Il y a une autre histoire, l'affaire Jean-Claude aussi en Guadeloupe, qui là encore défraie les chroniques. Je vois ces enfants qui font des pieds et des mains pour que la vérité surgisse. Rapidement, bon, je ne suis pas guadeloupéen, mais je suis des fois un petit peu tout ça. C'est un Guadeloupéen qui a été arrêté par des gendarmes. Dans la ville de Déhen, voilà. Claude Jean-Pierre, Fatia et Christophe. Fatia, sa fille, son gendre Christophe, qui se battent depuis 2 ans. Si on doit faire un comparatif, on peut parler de George Floyd, puisqu'il y a une émulation autour de lui-même dans nos îles. Les Guadeloupéens ont mis le genou à terre pour George Floyd. Et ça fait 2 ans, effectivement, que cette famille se bat, alors qu'il y a des images insupportables à regarder. Hein. Ça dure, on le voit extirpé, arraché de sa voiture. Et à ce moment-là, on lui brise... il y a des cervicales qui sont sectionnées. Et aujourd'hui, le procureur demande un non-lieu. Ça veut dire que les 2 gendarmes ne soient pas inquiétés. Gendarmes qui sont Charlier et j'oublie le nom de l'autre. J'aime bien les nommer, mais là, j'oublie le nom. Qui n'ont jamais arrêté de travailler. Ils ont été mutés. Mais même, là, on se bat pour qu'il n'y ait pas de non-lieu. Mais même s'il n'y a pas de non-lieu, et c'est ça important, je vous remercie de m'avoir posé la question, même s'il n'y a pas de non-lieu, ces 2 gendarmes ont le statut de témoin assisté dans cette affaire. C'est-à-dire que s'il y a un procès demain, ils ne seront pas sur le banc des accusés. Ils ne risquent rien. Donc au-delà, effectivement, le non-lieu, c'est vraiment nier l'humanité, encore une fois. Je vous dis, depuis que je suis ici, le mot humanité, ça me frappe tellement. C'est tellement ça, en fait, ce qui est en train de se passer. On nie son humanité. On l'a sali à dire qu'il avait des problèmes. Il y en a même qui ont dit qu'il était sous l'effet de l'alcool. Peu importe les raisons, on n'avait pas à l'arracher comme ça de son véhicule. On l'a tué. Et aujourd'hui, on veut demander un non-lieu. Ça veut dire que pas de procès. Donc on nie son existence. On nie les conditions de sa mort, puisqu'on dit que non, tout a été respecté. Mais même s'il y a un procès, les gens qui l'ont tué ne seront pas inquiétés d'ores et déjà. Ils ne seront pas inquiétés parce qu'ils ne seront pas sur les bancs des accusés. Ils seront là pour raconter leur version des faits, qui pourront raconter comme ils veulent parce qu'ils ne seront pas sous serment, ils ne vont pas prêter serment et ils ne risquent pas d'aller en prison. Ils ne risquent pas d'aller en prison. Et quand on voit, si on doit parler d'Edwin, il y a des gens qui vont en prison, on ne sait pourquoi, qui sont arrachés à leur famille. Mon frère, il y a 15 mois de détention. Ces gens n'ont pas à louper un jour de travail. Un jour de travail. Il y a vraiment une justice à 2 vitesses sur nos sols.
Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra vraiment qu'on se penche là-dessus, mais ne serait-ce que le fait que les députés aujourd'hui, Nilor, William, j'oublie les noms, je ne veux pas vous manquer de respect, mais j'oublie vos noms. Marcelin, en Guadeloupe, Serva, Mathiasin, qui aujourd'hui font cause commune. Je pense que ça belle déjà. On lance un autre message et je pense qu'on est sur le point, on est dans un tournant. Il ne faut juste pas louper ce tournant-là. J'ai été très, très content de vous recevoir, Jessica. Je m'attendais à ce que vous parliez plus longtemps le créole guadeloupéen. On comprend le créole guadeloupéen, vous savez ça? Oui, mais je suis dans une position où je veux, et mes mots n'appartiennent qu'à moi, je veux que les oppresseurs me comprennent parce que les informations, on est suivi et on est relayé. Pour la petite anecdote, quand notre avocat, Maître Branco, passe à Canal 10, à 19h00, il y a une coupure d'électricité. Au moment où il prend la parole, où il est censé rentrer sur le plateau, 19h00, c'est coupé. Et quand Harold Luce, votre confrère, fait sur Facebook avec son téléphone l'émission et finit à 20h04 l'émission sur Facebook, la lumière revient dans le plateau. Donc je sais qu'on est écouté, je veux qu'on écoute, je veux qu'on me comprenne. Et il pourrait prétendre, parce que dans le dossier des grands frères, il y a beaucoup d'écoutes créolophones traduites par des non-créolophones et qui ont été modifiées à leur sauce. Je veux que vous me compreniez. Donc je parle en français volontairement, m'antépé par les créoles bazar, t'as pas dit pas de problème les créoles. Mais créole, c'est nous-mêmes qui comprenons nous et en fait, nous parlons contre l'autre. En fait, c'est là qui en face en nous là comprennent, qu'ils comprennent ce qu'on dit et qu'ils relayent l'information là pour comprendre et pour qu'ils pas déformé propos en moi. Donc moi, je m'adresse au peuple guadeloupéen, au peuple martiniquais. Je peux le faire en créole, mais je veux que ceux qui nous oppressent nous comprennent. Et un peu dit en français, la phrase à retenir, c'est que humanité en nous pas négociable, notre humanité n'est pas négociable. Et on ne quémandera rien, on ne suppliera pas, on restera droit. Et comme dit Eros, le parolier, nous arrêter radio bandé, nous péquer la guerre ailleurs. Nous étions sur les réseaux sociaux, donc ça a été aidé à diffuser un petit peu partout dans le monde. Donc même si on coupe, là, c'est trop tard. Merci beaucoup, Jessica. Bon courage. Et puis, je vois devant moi une femme joke. Je suis O'Neill, c'est le surnom de mon frère. Ah d'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. C'est moi Force qui vous et puis remercie. courage, merci. Sanae, Noël Dufour, Jessica. Merci. Force aussi madame là qui mène ici à Jodla. Ouais. Donc, moi bien content de parler de madame Taïb, du travail là qu'elle fait. Il y a aussi Jock qui moi, si ce n'est plus. Mais ils sont ce que j'ai eu, je t'assure, ce que j'ai eu ici, ça n'a rien à voir avec la Guadeloupe. Dans tous les sens du terme. Et puis aussi un petit coucou à Catherine. Ouais, c'est ma marraine, c'est la sœur de ma maman. Elle a fait ce qu'il fallait pour que je sois au courant et que je puisse répondre rapidement. Je vais l'appeler tout à l'heure, lui dire ça. Pour te recevoir aujourd'hui. Parce que je ne savais pas d'où ça venait. Comme quoi, hein. Les réseaux se sont mis en place. C'est familiaux, mais aussi... Voilà. Et le travail se fait, c'est le plus important. Merci beaucoup, Jessica. Yes. Merci, Manuela, pour la réalisation. Et puis merci chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.